Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Peut-on envisager de réduire le temps de travail sans réduire les salaires? Une semaine de 32 heures payée 38 est-elle envisageable en Belgique? Et si oui, faut-il y réfléchir pour tous les salariés ou seulement pour des groupes cibles? La question du temps de travail, je vous l'accorde, ce n'est pas celle qui occupe le plus d'espace dans notre débat politique pour l'instant, mais elle existe quand même. Alors quel serait l'impact d'une semaine de 4 jours, par exemple, sur la santé de nos entreprises, sur notre économie? Peut-on avoir des certitudes sur ces questions? Faut-il passer par une phase expérimentale? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et dans notre studio, nous accueillons Delphine Nouba, bonsoir. Bonsoir. Membre du Parti Socialiste. On vous connaît comme échevine de la ville de Bruxelles, en charge de la culture et du tourisme. On vous a surtout invité parce que vous avez écrit sur cette question du temps de travail. Vous êtes l'autrice, avec Michel Sermac, d'un essai qui s'appelle « Partageons le temps de travail » et qui est paru aux éditions Couleur Livre. Merci d'être avec nous. Face à vous, Bruno van der Linden, vous êtes professeur émérite, vous avez enseigné l'économie à l'UC Louvain, vous avez aussi été directeur de recherche au FNRS. Vous êtes régulièrement interrogé dans la presse aussi, puis vous avez écrit de nombreux articles sur cette question du temps de travail, notamment dans la revue Regard économique. Puis il y a une dizaine d'années, par exemple, vous aviez participé à un grand ouvrage collectif qui s'intitulait « Le modèle social belge, quel avenir ?» Merci à tous les deux d'être présents sur notre plateau. Avant de vous donner la parole, comme chaque soir dans cette émission, une déclaration, c'est celle de Paul Magnette, président du Parti Socialiste. Il était dans notre studio, dans notre matinale, c'était le 8 février. Il y défendait l'idée d'une réduction du temps de travail à 32 heures, payé 38, mais pas pour tout le monde dans un premier temps, seulement pour des groupes cibles. On écoute Paul Magnette. Je pense qu'il faut aller en priorité là où il y a de vrais besoins. Il y a une mesure qui existe par exemple en Islande, dans des pays du Nord, où les jeunes parents qui ont des enfants de moins de 3 ans peuvent travailler 32 heures par semaine plutôt que 38 en étant payés le même salaire. Parce que ça leur permet de garder leurs enfants, de ne pas avoir besoin d'une crèche. Tant que les enfants ne sont pas à l'école, eh bien, ils travaillent 4 jours au lieu de 5, mais ils sont payés 5 jours. Il faut dégager du temps dans ce moment-là de la vie. Et puis en fin de carrière, parce que tout simplement en fin de carrière, on fatigue. C'est normal, c'est la nature. On n'a pas la même force. Les plus de 60 ans, les plus de 55, 58, 60, ça dépend des différents secteurs. J'étais dans une entreprise... Et donc pour eux, ça pourrait être 32 heures? Ça pourrait être 32 heures, ça existe déjà. J'étais chez Auto 5 à Soigny, une entreprise qui a décidé de passer à 4 jours tout en payant 5 jours ses travailleurs. Et un travailleur m'expliquait qu'il venait travailler le lundi, mardi. Le mercredi, il s'occupait de ses petits-enfants. Le jeudi, vendredi, il venait travailler. Puis il avait son week-end. Et grâce à ce rythme beaucoup plus équilibré, eh bien, il était en bien meilleure santé, beaucoup moins souvent malade et tout le monde y gagne. Que tout le monde y gagne, et notamment les entreprises. Une question qu'on abordera dans le détail tout à l'heure. Bruno van der Linden, juste peut-être un premier point sur l'aspect plutôt social et pas tellement économique de la question. Donc c'est 38h30 chez nous, la durée légale hebdomadaire du travail. C'est 35 heures maintenant en France. C'est 37 heures 3/4 en Allemagne. En théorie, on pourrait travailler jusqu'à 45 heures aux Pays-Bas. Dans la pratique, c'est plutôt 32 heures la moyenne. Comment ça se fait que ça ne fait pas plus débat, cette question du temps de travail? C'est un non-débat en Belgique, ça n'intéresse pas les organisations syndicales, les employeurs de débattre de ça? C'est un sujet qui a été quand même très souvent débattu dans l'histoire. Et il faut quand même rappeler que si on prend maintenant un recul historique long, grâce notamment aux gains de productivité des travailleurs, une partie de ces gains ont été utilisés pour réduire le temps de travail au fil des décennies de manière importante. Maintenant, c'est vrai que cette durée légale, dans beaucoup de pays, les dernières 10, 15, 20 ans n'ont pas bougé autant que dans une période plus ancienne. Mais ça a été depuis très longtemps un sujet de débat très vif et une motivation très forte pour notamment les syndicats de faire évoluer ce temps de travail à la baisse. Ouais, et donc ça a évolué effectivement avec le temps. C'est 2001, la semaine de 38 heures en Belgique. Avant, c'était la semaine de 40 heures et ça datait de 78. On a entendu Paul Magnette, Delphine Nouba. Cette question-là, elle pourrait être abordée lors de la formation du prochain gouvernement fédéral ou le débat n'est pas mûr? Le PS est évidemment pour. Donc le Parti Socialiste se bat pour la semaine de 4 jours en 32 heures avec embauche compensatoire et maintien du salaire. C'est possible et c'est réaliste parce qu'on l'a déjà fait. Avant, on travaillait plus de 14 heures par jour, on travaillait 7 jours sur 7, les enfants travaillaient dans les mines. Et depuis, comme cela a été rappelé, les gains de productivité ont permis de réduire le temps de travail. Et donc, on l'a déjà fait en 1960 en passant de la semaine de 6 jours à la semaine de 5 jours en gardant le même salaire. On l'a déjà fait, donc on peut encore tout à fait le faire. Et aujourd'hui, c'est nécessaire. Ouais, c'est quoi les principaux arguments que vous pourriez mettre sur la table? C'est uniquement la
qualité de vie pour le salarié ou ça peut être vertueux pour d'autres choses? Alors il y a l'équilibre vie privée, vie professionnelle évidemment qui est très très important. Mais si on regarde aujourd'hui les chiffres, le chômage a explosé, il a été multiplié par 5 en 40 ans. Les burn-out explosent aussi, x3 en 7 ans. Et donc on est face à des enjeux de société. Les temps partiels ont explosé. Et si on regarde un peu plus près, ce sont surtout les femmes qui sont touchées par cette question. Parce qu'on a sur 5 personnes en temps partiel, il y a 4 femmes. 40% des femmes qui travaillent sont en temps partiel. Et avec ça, elles ont des droits sociaux à temps partiel, puisque votre chômage et votre pension sont calculés sur cette base. Quand j'entends Paul Magnette, ce qu'il nous disait, en tout cas, lui, la priorité, c'est le groupe cible. Donc, c'est les parents de jeunes enfants et c'est les travailleurs en fin de carrière, les travailleurs âgés. Vous avez l'air d'être plus gourmande que lui ou j'ai pas très bien compris? Non, alors très clairement, le Parti socialiste se bat pour ce modèle à terme. Ce qu'on propose de faire, c'est de commencer par mettre cette mesure en place pour les travailleurs et les travailleuses plus âgés, qui sont donc plus sujets aux incapacités de travail, par exemple, dans le non-marchand aussi, pour les métiers pénibles. Ce sont des débats de société très importants. On propose de commencer par cela, mais à terme, l'idée est évidemment de généraliser la mesure. Bruno van der Linden, il ne faut pas confondre la durée légale du travail et puis la durée réelle que prestent les salariés. Il y a une partie des salariés qui sont en temps partiel, ils travaillent moins. Il y en a d'autres qui font des heures supplémentaires, ils travaillent plus. On a des données très précises sur le travail effectivement presté en Belgique ou pas? Oui, il y a des enquêtes qui nous donnent de l'information sur ça, quelle est la durée, je dirais, habituelle de travail, et quelle est la durée effective. Et de fait, il y a une dispersion importante dans la population, c'est très clair, c'est très clair. Donc on n'est pas tous égaux. Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors, réduire le temps de travail sans réduire les salaires, ça aurait évidemment un coût pour les entreprises, ce que ne manque pas de rappeler les représentants du patronat. On va écouter Peter Timmermans, c'est l'administrateur délégué, donc la Fédération des entreprises de Belgique. Lui, il était dans notre matinale le 9 février. Il répondait donc à Paul Magnette que nous avions reçu la veille. Jusqu'à présent, c'était toujours des mesures linéaires. Ici, c'est plus ciblé. Je voudrais simplement vous signaler, savez-vous combien de systèmes existent déjà pour réduire son temps de travail en Belgique? Plus de 20 systèmes. S'il veut encore ajouter une 22e ou 23e système, ça, à mon avis, il faut d'abord regarder ce qui existe déjà, peut-être supprimer certaines mesures qui ne fonctionnent pas et peut-être modifier d'autres. Mais ajouter toujours des couches à des systèmes, ça devient très compliqué à gérer pour une entreprise. Ouais. Alors on sent qu'il y a une forme de réticence. Bruno van der Linden, on va se poser la question du coût pour les entreprises maintenant, et c'est là peut-être que le débat va devenir un petit peu compliqué. Si on réduit le travail de 5 jours à 4 jours, ça veut dire 20% du temps de travail en moins, ça veut dire que j'augmente mécaniquement le coût du travail, ça veut dire que je dois embaucher des travailleurs pour compenser ce 5e jour, ou que je dois accepter de produire moins longtemps. C'est ça l'équation pour les entreprises. On peut dire que ça, ce sont les effets directs de la réduction du temps de travail? En fait, ce sont des effets, mais il y a un effet premier qui a déjà été évoqué par Madame, c'est en fait que quand on travaille moins d'heures par semaine, en l'occurrence ici, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un gain en efficacité horaire des travailleurs. Et c'est vrai que ça a pu être des gains colossaux quand on travaillait énormément d'heures par semaine et que à l'époque actuelle, ces gains sont encore présents, mais seront d'une moindre importance. Si bien qu'on ne peut pas dire que si on passe de 38 à 32 heures, en règle générale, les travailleurs vont, malgré ce surcroît d'efficacité, quand ils travaillent, vont continuer à produire l'équivalent de ce qu'ils produisaient quand ils travaillaient 38. Donc, en soi, il y a une réduction de ce que l'entreprise, je dirais, a comme volume de main-d'œuvre. Et donc, elle peut, face à ça, soit accepter cette réduction, mais en règle générale, il va y avoir des ajustements qui vont se passer. Donc, par exemple, si on imagine une entreprise qui, par exemple, doit absolument fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à un hôpital, certaines entreprises qui sont en flux continu, on imagine relativement mal qu'elles ne vont pas essayer d'embaucher plus. Ouais. Mais l'enjeu, c'est alors... va-t-on trouver la main-d'œuvre? Et si on la trouve pas vraiment tout de suite adéquate, qu'est-ce que cela va impliquer comme surcroît de coûts de formation, de coûts à l'embauche? Ouais. Donc c'est une facette qui va introduire un supplément de coûts. Est-ce que vous, économistes, ou globalement les économistes dans leur ensemble, vous pouvez être plus précis sur la compensation, ce gain de productivité qu'on peut faire parce qu'on est
entre guillemets, plus heureux à son travail et qu'on travaille on a des gains de productivité et la perte de la réduction du temps de travail. Est-ce que l'un compense l'autre ou est-ce que c'est impossible à dire ou à chiffrer? Non, il y a des travaux assez limités en nombre, mais qui existent et qui suggèrent que s'il fallait mettre un ordre de grandeur, quand on va réduire le temps de travail d'1%, on va avoir une compensation, je dirais, de l'ordre de 25-50% en termes donc, de gain de productivité, mais qui va rester quelque chose qui n'est pas compensé par cela. Donc. Ouais. Delphine Houbat, un des grands enjeux, c'est aussi de combattre l'absentéisme et les congés maladie. On sait qu'il y a parfois du mal-être au travail et des gens qui ne sont plus physiquement en état de travailler ou qui sont burn-out. C'est des choses qui ont plutôt tendance à se multiplier ces dernières années. Oui, bien sûr, la tendance est très très inquiétante même. Les chiffres du burn-out ont été multipliés par 3 en 7 ans et le Covid est venu aggraver cette situation. Donc aujourd'hui, si on prend l'échelle individuelle, soit on travaille trop, soit pas assez, soit on n'a pas d'emploi. En fait, le travail est déjà réparti d'une certaine manière aujourd'hui, mais pas de manière équitable. Et si on regarde la question au niveau des entreprises, de nombreuses entreprises qui ont déjà mis la semaine de 4 jours en place ont décidé de maintenir le modèle parce qu'elles ont pu voir à quel point c'était intéressant. Concrètement, si je prends l'exemple au Royaume-Uni, 60 entreprises se sont lancées dans l'expérience il y a 2 ans maintenant. 92% de ces entreprises ont décidé de maintenir ce modèle de semaine de 4 jours parce qu'elles ont vu une baisse de l'absentéisme, une baisse des burn-out, des recrutements facilités, de meilleurs chiffres d'affaires. Et donc tout ça tend à démontrer que concrètement, quand on le met en place, que c'est bien mis en place, ça fonctionne, l'essayer, c'est l'adopter. Est-ce que ça marche vraiment dans tous les services? Est-ce qu'on peut avoir ce raisonnement aussi bien dans le secteur tertiaire, des services à la population par exemple? On parlait des hôpitaux à l'instant. Est-ce que ça pourrait marcher dans l'industrie automobile, pour un garage, pour un fabricant de composants électroniques? Ou est-ce qu'on doit avoir une approche un peu plus nuancée? Alors, il faut évidemment que ce soit une semaine de 4 jours à la carte et adaptée à chaque secteur. Ceci dit, c'est tout à fait possible. Si on regarde la Suède, par exemple, je me suis rendue à Göteborg pour interviewer des personnes d'une maison de repos, d'un hôpital et d'un garage automobile. Ce sont des secteurs très différents, de tailles différentes. Là, on est passé à la journée de 6 heures. Ça a permis, par exemple, dans un hôpital, d'opérer davantage et de réduire les attentes. Ça a permis à l'hôpital d'avoir plus de rentrées. Donc, c'est fondamental comme question, évidemment, et c'est démontré, c'est positif. Alors, est-ce que c'est vraiment démontré, Benoît van der Linden? Est-ce que, par exemple, une expérience en Grande-Bretagne sur une soixantaine d'entreprises sur 2 ans, pour vous, c'est relevant ou c'est pas relevant? Mais donc, en fait, la façon dont ça a été fait, cette évaluation donc, des 60 entreprises au Royaume-Uni, ne me convainc pas du tout. Et la raison est la suivante. Début 2022, ce think tank qui essaie de promouvoir la réduction du temps de travail recrute des entreprises pour faire l'expérience pendant 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, on regarde toute une série de caractéristiques des travailleurs, des entreprises, etc. Et puis, on compare ça à ce qui se passait avant, c'est-à-dire la deuxième moitié de 2021. Et dès que cette comparaison avant-après n'est pas bonne, parce qu'il y a tellement de choses qui changent entre ce moment de 2021 et de 2022, que ce n'est pas comme ça qu'on peut faire un travail d'évaluation. Ce n'est pas une bonne façon de mesurer les choses. Donc ce n'est pas convaincant. Mais ce qu'on doit faire, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. C'est de construire ce qu'on appelle un bon contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait arrivé à ces entreprises, étant donné qu'il y a eu une forte reprise de l'activité économique, la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie qui ont monté. Il y a eu plein de choses autres que l'expérience qui se sont passées en même temps. Donc, étant donné que tout ça s'est passé, essayer de trouver des entreprises qui sont comparables et qui peuvent dès lors servir d'un bon contrefactuel. Donc il faut une étude de plus grande ampleur, si je vous comprends, avec peut-être mieux faite. C'est vraiment un enjeu de qualité. D'un point de vue de l'organisation, pratiquement, on peut quand même penser que pour certaines entreprises, il y a un intérêt à passer aux 32 heures, notamment celles qui travaillent à flux continu ou de manière constante, les 3-8 par exemple. On pourrait se dire, j'ai un groupe de travailleurs, au lieu de travailler 5 jours, je le fais travailler 4 jours, et puis du coup je peux embaucher un autre groupe de travailleurs sur les 3 jours restants ou sur un mi-temps les 2 jours restants, et mon entreprise peut tourner comme ça 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, ça peut être avantageux ou pas? Oui, ou c'est trop compliqué à mettre en place? Non, c'est une des possibilités qu'offrent les 32 heures et que n'offre pas une petite réduction du temps de travail de 38 à 37 par exemple. Donc il vaut mieux passer directement à 32 plutôt que perdre 1 heure ou 2. Pour des entreprises qui ne sont pas justement en flux continu. Pour des entreprises, je prends un exemple qui est trop caricatural que pour être la réalité, mais imaginez quelque chose qui est une entreprise ou un service public, peu importe, qui travaille vraiment, l'entreprise est ouverte 5 jours semaine,
ok, on réduit le temps de travail. On pourrait imaginer, même si ça va faire gonfler le temps partiel, ce qui n'est pas idéal, on peut imaginer que sur les 4 premiers jours, on utilise des travailleurs en temps plein, on recrute des temps partiels pour 2 jours et on étend la durée d'utilisation de cette entreprise ou de cette entité sur 6 jours. Ça peut permettre des économies de coûts parce que ça veut dire que votre matériel informatique, vos bâtiments, etc. sont répartis sur une plus grande durée, sur une production potentiellement plus grande. Voilà, mais donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait les débouchés pour absorber les 2 journées de travail, il faut tenir compte de tous les effets induits, dernières journées de travail. des effets induits compliqués. Ouais, est-ce qu'on peut penser que du point de vue de la sécurité sociale, ce serait vertueux, Delphine Houbat, ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi, c'est-à-dire qu'on réalimente les caisses de la sécurité sociale, et là c'est plutôt une bonne opération? Bien sûr, c'est ce que j'appelle le modèle gagnant-gagnant-gagnant. Au niveau individuel, soit vous travaillez et vous courez comme une poule sans tête quand vous êtes à temps plein, et vous avez de gros risques de burn-out. Soit vous êtes à temps partiel et vous avez du mal à joindre les deux bouts, soit vous cherchez un emploi et vous avez des difficultés à vivre. Au niveau de l'entreprise ou peu importe le type de lieu de travail, vous avez donc les difficultés de recrutement aujourd'hui qui sont importantes. Ça permet de renforcer l'attractivité de votre entreprise et vous avez aussi des importants turnover, donc des personnes que vous avez du mal à fidéliser. La semaine de 4 jours, c'est quoi? C'est une manière d'offrir de meilleures conditions de travail. Et à l'échelle de l'État, en créant cette embauche compensatoire et donc en créant de l'emploi, eh bien, c'est intéressant puisque vous avez des personnes qui travaillent et qui donc cotisent et donc alimentent la sécurité sociale. Et si je prends encore un petit peu plus de hauteur, je travaille 4 jours, donc j'ai plus de temps soit pour la vie de famille, soit pour les loisirs. On peut imaginer que ça relance ou dynamise une forme de consommation liée aux loisirs, la culture, le sport, etc. On peut imaginer ça ou pas? Ça peut être ça, oui, ça peut être ça. Ça oui, peut être tout à ça. fait. Ben, ça a clairement été ça. En tant qu'échevine du tourisme, on ne peut que constater que ce sont les congés payés qui ont permis de développer ce secteur. Aujourd'hui, tous les hôtels, les restaurants, les bars qui vivent de ça à Bruxelles, ben, c'est évidemment un développement pour l'économie qui a été fondamental. Alors, une des grandes difficultés, c'est quand même de mesurer les effets retour d'une réduction du temps de travail qu'on vient d'évoquer. En septembre de l'année dernière, le ministre de l'Emploi du gouvernement fédéral, Pierre-Yves Dermagne, d'ailleurs, lançait une grande étude sur cette question-là. Il appelait les entreprises à se faire connaître. On va écouter ce qu'il nous déclarait à ce moment-là. Et donc moi ce que j'ai envie c'est d'objectiver les choses, c'est de partir finalement, de dépassionner un peu ce débat sur l'organisation du temps de travail, sur la réduction collective du temps de travail, même si ça reste vraiment un combat historique du Parti Socialiste, mais je veux vraiment qu'on le fasse de manière la plus objective possible, voir ce que ça amène comme élément positif pour les travailleurs, les travailleuses, pour l'entreprise, voir aussi quelles sont les difficultés, les limites. Je ne pense pas qu'on ait un modèle qui soit transposable partout, à toutes les entreprises, à tous les secteurs, on doit voir ça avec de la flexibilité et de la souplesse. Ouais, donc ce matin, ce que vous annoncez, c'est le lancement d'une expérience. Combien de temps dure l'expérience? J'ai cru comprendre que les résultats arriveraient après les prochaines élections. Oui, parce que c'est une expérience qui doit s'étaler dans le temps. On doit vraiment pouvoir évaluer le passage d'une entreprise, de l'entreprise à ce système, voir aussi l'impact sur le moyen, sur le long terme, sur les travailleurs, sur la vie de l'entreprise. Et donc, pour avoir une étude sérieuse, ça doit prendre un certain temps. Bruno Van der Linden, vous êtes d'accord avec la ministre, j'imagine, ça doit prendre un certain temps. Ah oui, ça doit prendre un certain temps. Et l'idée d'expérimenter est sûrement une bonne idée, tout à fait. Tout à fait. On peut imaginer que ça soit riche d'enseignements, de dire, tiens, vous êtes candidat, adressez-vous au SPF Emploi ou à Belspo, la politique scientifique, et puis on va vous suivre et on va tout noter. C'est ça qu'il faut faire? C'est la bonne méthode? C'est ça qu'il faut faire, mais comme je disais tantôt, l'enjeu, c'est d'avoir un bon contrefactuel. Qu'est-ce qui serait arrivé à ces entreprises si elles n'avaient pas choisi de participer à l'expérience? On pourrait prendre 2 groupes d'entreprises, une qui passe aux 32 heures et une qui n'y reste pas. Il faut faire ça de manière très très subtile pour ne pas avoir des billets. Je voudrais que vous interrogiez sur l'exemple français, Bruno Van der Linden, où on est passé à 35 heures. Et puis finalement, on a accordé des RTT, donc des récupérations du temps de travail à ceux qui ne pouvaient pas passer aux 35 heures, sous forme de journée de congé ou de demi-journée de congé supplémentaire. Ça, c'est une bonne solution? C'est quelque chose qu'on doit avoir en tête ou ça, c'est contre-productif, ça? Ça fait partie des mesures de souplesse que l'on peut toujours envisager. Si on fait les choses de manière trop centralisée et rigide, je pense qu'on passe à côté. Mais l'idée n'est pas de faire ça, je crois, dans les propositions. C'est d'être attentif aux différences. Ouais, il faut avoir ça en tête, Delphine Houbat, autoriser finalement une forme de flexibilité. Ça, c'est plutôt habituellement les entreprises qui sont demandeuses de flexibilité. Mais vous pouvez reconnaître que ça a du sens dans le cas d'une réduction du temps de travail, se dire, pour certains ou dans certains moments, on travaille moins, dans d'autres, on travaille plus.
Ici, c'est une flexibilité qui est au bénéfice des travailleuses et des travailleurs. Donc évidemment, pour le Parti socialiste, c'est une bonne idée. On a quand même pas mal de recul. En France, ça va faire 30 ans que 400 entreprises se sont lancées dans la semaine de 4 jours avec maintien du salaire et embauche compensatoire. Il y a eu beaucoup de polémiques quand même sur les 35 heures en France aussi. Oui, il y a des gens que ça dérange, mais entre-temps, ça permet de créer de l'emploi. Aujourd'hui, à Bruxelles, j'ai fait les calculs. Il y a 3 personnes pour 2 offres d'emploi. On fait quoi? Pierre, papier, ciseaux pour savoir qui a le droit de travailler? Aujourd'hui, il faut créer de l'emploi. Il n'y en a pas pour tout le monde. Donc la semaine de 4 jours, ça permet de créer de l'emploi pour les personnes qui n'en ont pas ou pas assez. Ça permet de trouver un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, de diminuer les chiffres de burn-out qui donnent le tournis. Je ne vois pas pourquoi, finalement, pourquoi ne pas le faire. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle va modifier les termes de ce débat? Bruno van der Linden, on sait qu'il y a un certain nombre de tâches qui, dans les prochaines années ou prochaines décennies, risquent d'être absorbées par les ordinateurs. Il va falloir qu'on mette ça dans l'équation? Oui, il faut absolument le mettre dans une perspective de moyen et long terme. Donc pour l'instant, on a un peu le nez sur le guidon. On voit l'effet immédiat, où tout le monde, on commence à voir l'effet immédiat, qui est l'effet immédiat de toute innovation, comme les autres du passé, c'est-à-dire des substitutions de travail par des machines, par de l'équipement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour certains travailleurs, en fait, l'intelligence artificielle est un complément et augmente leur productivité. Et donc, comme toute innovation technologique, elle va avoir plein d'effets induits, ce qui fait qu'il faut qu'on ait un peu de recul. Mais si cette fois-ci, c'est différent du passé. C'est-à-dire que cette innovation-ci va vraiment durablement laminer l'emploi. Alors, la question ici de la réduction du temps de travail, du partage du temps de travail, ou d'autres mesures encore, allocation universelle, etc., vont clairement émerger. Avec le danger que, du point de vue des investisseurs de l'entreprise, on se dise on va plutôt éliminer du travail humain qui nous coûte cher et on le remplace par des machines. Ça, c'est l'effet de substitution. Mais pour certains types de fonctions, c'est complémentaire. La productivité du travailleur va augmenter grâce à l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, il y a des choses multiples de nouveau qui vont se passer. On voit l'effet immédiat, comme un peu un avion qui s'écroule, on le voit, mais il y a toutes sortes d'effets induits qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Ouais. Est-ce que vous avez peur que l'avion s'écroule, pour reprendre cette image-là, Delphine Houba? Il y a une accélération qui se passe, en effet, avec l'informatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle. Ceci dit, si les machines peuvent faire à la place des humains un job qui est pénible, je suis pour, mais alors il faut qu'on redistribue les gains de productivité, et c'est là tout l'enjeu. C'est toute la dynamique qu'on a vue ces dernières années de gains de productivité qui explosent, mais la part de cette richesse produite ne revient pas forcément aux travailleuses et aux travailleurs. Merci Delphine Houba, échevine de la ville de Bruxelles, et merci Bruno van der Linden, professeur émérite de l'UC Louvain. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain, dans Plus d'actu, on parlera de complètement autre chose. On ira à Anderlecht, on parlera du site de Nerped. Que doit devenir ce site? Comment l'aménager? Doit-on y permettre la baignade? On sera avec une représentante de l'association Sauvegardons Nerped face au ministre de l'Environnement Alain Marron. Et puis demain matin, dans Plus d'actu, Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Marco Vanès du PTB et Rachid Madrad du Parti Socialiste. Continuez à bien vous informer et à demain.